quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble. Bonsoir mesdames et messieurs auditeurs et valeureux téléspectateurs du média du développement et de l'entrepreneuriat. C'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve ce soir. Votre rendez-vous hebdomadaire, l'émission Le Bureau du Prof, la seule émission qui a la possibilité de vous plonger et de vous permettre de voguer dans les méandres de l'école de la République. Alors, que vous soyez enseignant, élève, étudiant ou tout simplement passionné de l'éducation, sachez que cette émission, elle est faite pour vous, elle est conçue pour vous et c'est ensemble que nous allons conjuguer le verbe à l'unisson pour essayer d'imprimer un élan et un allant éclatant à notre système éducatif. Alors, vous pouvez nous suivre via canal 410 ou en modulation de fréquence 85.9 ou tout simplement nous suivre sur la page Facebook de Kavi Media, Kavi TV, bien entendu. Et comme tous les soirs, je suis accompagné de mes bouillants chroniqueurs, ceux-là qui m'aident, qui vous aident à comprendre l'actualité éducative. Je vais commencer par mon captif, parce qu'il faut le dire, tous les Bangoura sont les captifs des Souma. Les Souma sont par conséquent des Bari. Bonsoir, monsieur Bangoura. Bonsoir, monsieur Bari, pour cette situation. Je sais que vous me taquinez. Moi, je n'ai pas pratiquement beaucoup de choses à dire aux Souma, parce que les Souma sont mes mamans. Donc, qui respecte sa maman est censé aussi respecter son oncle. Très bien. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir encore au bureau du prof. À ma gauche, c'est monsieur Tunkara, en virevoltant aussi de l'émission Le Bureau du Prof. Bonsoir, monsieur Tunkara. Bonsoir le professeur et bonsoir à M. Souma. Bangoura, je peux aussi accepter. M. Bangoura, bonsoir à vous et bonsoir. Je profite de l'occasion pour saluer tout le monde. Oui. Bonsoir à tous les Bangoura, tous les Souma, tous les camarades qui sont d'ailleurs très très nombreux devant leur télévision ce soir. Donc nous leur tirons un chapeau parce que c'est aussi un nom de famille qui a marqué l'histoire de la Guinée. Je ne vous apprends rien. Vous dans l'histoire, vous allez trouver que les Souma, les Bangoura ont fait beaucoup de choses dans... Tout à fait. Je suis d'accord. Voilà, dans notre histoire. Évidemment. Donc évidemment. moi, je leur tire chapeau ce soir. Et bonsoir à tout le monde. Merci. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir aussi au bureau du prof ce soir. Eh bien, aujourd'hui, nous parlerons de la menace de grève qui pèse ou qui plane sur le système éducatif. Parce que là, les syndicalistes veulent brandir le chiffon rouge. C'est pourquoi il est important d'ailleurs de se bouger pour trouver des solutions et éviter cette situation de grève qui se profilerait à l'horizon. Et pour en parler, nous aurons, si tout va bien, Michel Pépé Balamou, qui est le secrétaire général du SNE. Entendez par SNE, Syndicat National de l'Éducation. Il est sûrement en train de se démerder comme ça dans les bouchons pour nous rejoindre. Eh bien, comme vous le savez, le rendez-vous de tous les soirs, ce ne sont pas uniquement les échanges entre chroniqueurs et invités ou entre téléspectateurs, auditeurs et
le présentateur. Alors, il y a aussi cette touche didactique qu'on appelle le mot du prof. Le mot du prof nous aide à comprendre certaines subtilités de la langue française, une langue très complexe, une langue très difficile à cerner. Alors, nous n'avons pas la prétention d'avoir la science infuse, nous essayons du mieux que nous pouvons pour essayer justement, pour permettre évidemment à nos auditeurs et téléspectateurs de comprendre certaines règles déjà oubliées. Alors ce soir, nous allons parler par exemple des expressions avoir à faire. Avoir à faire, ce sont des homophones. À les entendre, nous avons du mal à établir le distinguo quand c'est bien entendu à l'oral. Mais quand c'est à l'écrit, il faut faire beaucoup attention, sinon on risque, mesdames et messieurs, de s'amêler gravement les pinceaux. Alors quand je dis par exemple, au bureau du prof, nous avons affaire à des chroniqueurs pertinents. Alors, quand il s'agit d'écrire, j'ai affaire à des chroniqueurs pertinents. Comment on va écrire affaire? Ça va vous étonner. Alors, c'est comme affaire que vous connaissez business. On écrira affaire A-F-F-A-I-R-E. Et nous ne nous limitons pas à cela. Nous vous donnons la raison. Quand est-ce qu'il faut écrire avoir affaire avec la manière dont j'ai épelé tout de suite? C'est lorsque vous avez la possibilité de le remplacer par être en rapport avec ou être en relation avec. Alors je peux dire, je suis en relation avec des chroniqueurs pertinents. Je suis en rapport avec des chroniqueurs pertinents. Alors dans ce cas de figure, affaire n'a rien à voir avec le verbe faire, il faut l'orthographier. A-F-F-A-I-R-E, c'est comme quand on dit j'ai affaire à un bon médecin. A-F-F-F A-I-R-E, voilà. Alors l'autre affaire, quand je dis par exemple j'ai un travail à faire, c'est si vous avez la possibilité de le remplacer par réaliser ou bien par le verbe refaire. Quand je dis j'ai une émission à faire aujourd'hui, bien j'ai un travail à faire, j'ai un travail à réaliser, j'ai un travail à refaire. Donc, mesdames et messieurs, c'est la petite astuce qu'il faut avoir pour éviter de vous emmêler les pinceaux. Alors, nous allons mettre aussi un petit point focal sur le H aspiré. Alors, quand on parle du H aspiré, il y a des gens qui se permettent de le prononcer. L'objectif du H aspiré, c'est quoi? C'est de nous éviter l'élision et aussi la liaison. La liaison, par exemple, quand on prend tout de suite le mot héros, on ne dit pas héros, le H il est aspiré, on ne dira pas héros. Et pour éviter l'élision, on ne dira pas l'héros, mais le héros. Le héros, donc le H aspiré nous évite bien entendu l'élision et la liaison. C'est comme quand on prend le mot honte. Honte, souvent les gens disent ah honte, honte, le H il ne se prononce pas, on dit tout simplement honte, mesdames et messieurs, et c'est en vertu bien entendu de l'alphabet phonétique international que nous déroulons cette règle. Et sans plus tarder, nous allons embrayer avec notre expression du jour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, l'expression c'est quoi? C'est lâcher du lest. Lest qui s'écrit comment? L-E-S-T. Alors quand on dit lâcher du lest, c'est-à-dire faire des concessions, des sacrifices, des compromis, et non des compromissions. Par exemple, syndicalistes, gouvernement doivent vraiment lâcher du lest pour le grand bonheur du système éducatif de l'école guinéenne. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qu'il fallait en substance retenir au compte du mot du prof. J'espère que vous avez pris bonne note et vous en ferez éventuellement bon usage. Alors, on revient au plateau, toujours pour ouvrir, bien entendu, cette fois-ci, la chemise du thème de ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler de la menace de grève, le chiffon rouge que les syndicalistes veulent brandir parce que la plateforme revendicative semble ne pas encore être satisfaite. Chaque fois, ce sont des promesses. Nous n'allons pas parler à la place des syndicalistes. Nous recevrons dans cette émission Monsieur Pépé Balamou, qui est le secrétaire général du SNE, pour en parler. Entendez par SNE, Syndicat national de l'éducation. Mais bien avant qu'il soit là, je suis
toujours avec mes chroniqueurs, Monsieur Bangoura et Monsieur Yatara. L'actualité est bien... Hein. Ah Attention, Tunkara. Oh là là, désolé, on est tellement concentrés. C'est un baptême. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Moustapha quoi? Vous avez parlé de Yatara, c'est... Oh là là, oh là là. Yatara est très loin de Tunkara quand même. Effectivement. Merci pour le rappel, merci bien pour le rappel. Mais bien avant d'entrer dans le vif du thème, l'actualité reste dominée. Nous sommes les citoyens. Alors nous sommes obligés d'en parler, même si c'est une émission éducative. Oui. L'actualité reste dominée par l'inauguration de l'échangeur de Bambeto. C'est pourquoi ce soir nous sommes venus avec un tout petit peu mal assuré, parce qu'on s'est dit il y a un direct de Kavi et si le direct continuait jusqu'à 14h, l'émission n'allait pas se tenir. Qu'est-ce que vous pensez de cette actualité, M. Bangoura? Effectivement, M. Barry ainsi que M. Tunkara, je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout Guinéen conscient, parce que chacun de nous aspire au développement du pays. Et quand on prend un peu les autres pays de la sous-région et qu'on met les pieds sur ces pays, on se dit ah mais est-ce que la Guinée véritablement est un pays sur la planète Terre? Donc pourtant on apprend tout en Guinée en termes d'histoire, en termes de sciences, que la Guinée est un scandale géologique de la sous-région. Et surtout on ne voit pas des routes comme ça chez nous. Je pense que si de nos jours nos autorités sur place ont essayé de mettre disons ce bijou à la disposition du peuple guinéen, pratiquement c'est une chose à saluer. Une manière aussi de désengorger la voie, parce que souvent les usagers souffrent assez avec les bouchons. Mais Tunkara a sûrement une petite lecture y afférente. Voilà, en tant que citoyen, je me réjouis effectivement de cette annonce d'inauguration de cet échangeur, parce que vous le savez, lorsqu'on parle des bouchons, des embouteillages à Conakry, c'est devenu monnaie courante. Donc c'est devenu en tout cas une préoccupation nationale en ce qui concerne la circulation aujourd'hui à Conakry. Donc inaugurer un tel pont va, n'est-ce pas, permettre de manière à fluidifier la circulation. Donc je me réjouis en tout cas de la construction de ce pont et j'ose espérer, croire que dans les prochaines années, pourquoi pas, d'autres communes ou d'autres contrées pourront assister à un tel événement. Il faut le rappeler, nous avons tout le temps dit, et c'est pas facile à Conakry de circuler, mais il nous faut en tout cas des œuvres gigantesques de cette envergure pour que la Guinée en tout cas puisse répondre à certains standards de développement internationaux, et ça il faut le dire. Parce qu'actuellement, quand vous regardez la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est allé franchement à perte de vitesse. Vous voyez, il y a aujourd'hui des routes qui sont en construction, il y a des routes qui sont finies déjà. Donc je pense que la Guinée aussi n'est pas en marge de cette innovation, parce qu'il faut doter le pays, n'est-ce pas, des infrastructures modernes qui puissent répondre véritablement aux aspirations légitimes du peuple. Donc à ce titre, je remercie les autorités concernées et j'interpelle encore les autorités à faire de plus, surtout dans les zones rurales. C'est très bien dit, les zones rurales qui parfois sont très enclavées, presque inaccessibles, il faut y songer également. Mais vous avez tout de suite parlé de la Côte d'Ivoire, vous avez parlé en tout cas de certains pays de la sous-région, il faut s'en inspirer parfois, réaliser de grandes infrastructures routières, pourquoi pas des infrastructures aussi hospitalières, c'est très important. Alors ça c'était... Entre parenthèses, alors nous allons parler de cette grève cette menace de grève qui plane sur l'école guinéenne. On voit déjà des agitations, ça et là. Les syndicalistes veulent engager un bras de fer avec le gouvernement parce que ce dernier ne fait que promettre. Alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour sortir l'école de cette crise, en tout cas, qui plane à l'horizon? Et pour mieux parler de cette question, de cette thématique, nous aurons Michel Pépé Balamou, le secrétaire général du SNE, Syndicat national de l'éducation. Mais bien avant ça, M. Bangoura a sûrement une petite analyse, une petite touche analytique concernant ce sujet très brûlant et qui fait l'actualité. Effectivement, et beaucoup d'analyses même, M. Barry, et parce que le thème dit
dit menace de grève des syndicalistes. Chose pour dire que les syndicalistes ne sont pas déjà allés en grève. Et je pense qu'à ce niveau, il est important que les autorités sur place mettent les bouchons doubles afin au moins de trouver solution à cette situation. Parce que le Guinéen, on dit qu'il y a beaucoup d'analphabétisme, beaucoup d'analphabètes, j'allais dire, chez nous. Donc, le peu de familles, au moins, qui se démerdent à pouvoir sortir, disons, le peu d'argent dans sa poche afin d'inscrire ou de scolariser son enfant, ne souhaiterait pas aussi que son enfant reste pour de bons moments à la maison et sans pouvoir étudier. Parce que tout le monde sait que de nos jours, sans cette éducation, il nous sera très difficile au moins d'aspirer à un développement personnel ou familial. Et donc, il est important que l'État fasse beaucoup de choses. Et s'il aspire au moins au développement de la nation, parce que tout passe par ce domaine. Sans éducation, il est difficile. Et ça devient difficile pour tout pays de s'émanciper. Voici un peu la situation. C'est très bien dit, M. Bangoura, et sûrement, M. Tunkara, cette fois-ci, je ne vais pas écorcher son patronyme, a aussi une petite lecture concernant cette menace de grève. Merci, El Professeur. Moi, lorsque j'ai vu le thème, j'ai eu peur. Parce que je me rappelle encore, en 2018-2017, nous étions élèves à l'époque. Le SLEG avait déclenché une grève illimitée, générale sous la conduite du général Abouakar Souma. Donc cela avait paralysé tout le secteur de l'éducation. Et nous avons été franchement touchés par cette grève à l'époque. Donc je ne peux pas aujourd'hui encourager une telle démarche. Mais si il y a menace aujourd'hui, c'est que de part et d'autre, il y a eu un engagement qui n'a pas été respecté ou honoré. Donc nous espérons recevoir ici M. Pépé Michel Balamou pour qu'il puisse nous édifier davantage sur les motivations réelles sur lesquelles se fonde ce qu'on appelle le syndicat national de l'éducation pour menacer d'aller en grève. Parce que ce n'est pas du tout profitable pour l'école guinéenne, ça il faut le rappeler. Mais il faut reconnaître également qu'on doit mener le combat pour que les anciens à l'école guinéenne retrouvent sa place. Ça c'est une évidence. C'est bien dit pour que l'école guinéenne puisse retrouver sa place. Mais aujourd'hui, lorsque nous prenons le corps enseignant, c'est, disons, le parent pauvre de l'administration, de la fonction publique. Aujourd'hui, on aspire. C'est vrai que des efforts sont en train d'être fournis par le gouvernement actuel, le département en charge de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, il faut aussi penser à l'amélioration véritable des conditions de vie de l'enseignant. Parce qu'on ne peut pas parler d'un enseignement de qualité si on n'a pas des enseignants de qualité. Aujourd'hui, vous partez à l'intérieur du pays, vous voyez parfois des enseignants dans une situation de dénuement, ça ne donne même pas l'envie justement d'enseigner. C'est pourquoi parfois même certains rigolent, ah ben tu travailles ou bien tu enseignes. Alors il faut qu'on réussisse aujourd'hui à briser cela et faire de l'enseignement vraiment un pôle d'attraction, si je peux justement me permettre de dire ainsi. Alors, la grève, M. Pépé Balamou sera avec nous et on parlera justement, on parlera à ce thème avec lui, bien entendu. Alors, quelles sont aujourd'hui les solutions qu'on peut préconiser pour éviter qu'on en arrive à la suspension des cours dans nos écoles qui pourraient avoir des conséquences très très fâcheuse. M. Tunkara l'a rappelé tout de suite, de par le passé, on a connu des grèves. Et quand il y a grève, ça va forcément jouer sur le calendrier, voilà, déjà planifié, le calendrier scolaire déjà planifié. Alors aujourd'hui, selon vous, quelles sont les solutions qu'il faut préconiser pour éviter cette situation? Et sur ce sujet, je dirais tout simplement, M. Barry, qu'il sera question au moins d'engager beaucoup d'enseignants, et surtout que nos zones rurales, il y a un véritable manque criard d'enseignants. Et vous voulez que le pays se développe et les gens et les enfants qui dans le futur doivent vous remplacer, en tout cas vous les barrez ou vous les coupez la route. Je pense que cette situation ne va pas propulser, ne va
pas au moins permettre au pays de s'émanciper. Donc il est important qu'il y ait un engagement, même si cet engagement peut aller sur la base et quelque part d'un examen ou d'un concours, mais que ces anciens se disent effectivement que oui, l'État aussi pense à nous. Et parce que tout récemment, on a vu au moins l'amélioration du salaire des militaires. Je pense qu'avec cette situation, les anciens sont obligés d'aller en grève. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que ces militaires ils étaient avec nous. Et donc ils sont sortis du carcan, disons, de leur casquette d'enseignant pour devenir... D'accord, c'est très bien dit, M. Bangoura. Nous allons marquer une légère pause pour nous permettre de prendre quelques bouffées d'oxygène et on revient avec beaucoup plus d'énergie. À tout à l'heure. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV. Mesdames et messieurs, nous revenons de plein pied dans votre émission Le Bureau du Prof, votre émission hebdomadaire, votre émission éducative qui vous plonge dans les méandres de l'école de la République. Et comme on vous le disait à l'entame, ce soir on a comme invité Monsieur Michel Pépé Balamou. Il est le secrétaire général du SNE, Syndicat National de l'Éducation, et avec lui, nous allons aborder la question liée à la menace de grève qui plane aujourd'hui sur le système éducatif. Les voix et moyens pour évidemment éviter cette situation. Je vais commencer par lui dire bonjour, mon général. Bonjour, monsieur Barry. Bonjour à tes co-animateurs, à vos millions de téléspectateurs et d'auditeurs. Merci bien, c'est un plaisir de vous avoir au bureau du prof. Alors, on ne va pas vous lâcher. On le dit très souvent. Le cheval, il est là, le cavalier également, il est là. On ne va pas galoper à sa place, il va le faire tout seul. Aujourd'hui, nous voyons ça et là, cette menace de grève, Qu'est-ce qu'on peut en retenir, le secrétaire général? Encore une fois de plus, merci pour l'invitation. L'intersyndicat de l'éducation, FSP, entendu Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, et le SLEG, syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, plus le SNE, le syndicat national de l'éducation, a déposé un mémorandum depuis le 1er septembre 2025 au niveau des autorités gouvernementales. Il n'y a pas eu de suite favorable à ce mémorandum.
Et nous avons, en tant que syndicat responsable, mis en branle des mécanismes de prévention, de gestion et de résolution de ce conflit de travail qui nous oppose à nos chefs, pour faire en sorte qu'une solution négociée soit trouvée. Ça aussi, ça n'a pas abouti. Nous avons eu des rencontres avec le ministre Jean-Paul Sédi, le ministre Faya François Bournou du Travail et de la Fonction publique, et tout récemment avec le Premier ministre chef du gouvernement. En ayant épuisé toutes les voies de recours possibles, l'intersyndicale s'est ravisée d'élaborer un préavis de grève. Un préavis qui court pendant 10 jours ouvrés. 10 jours ouvrés, c'est les jours qui sont travaillés. Parce que dans l'administration publique, selon la loi 027, les samedis et les dimanches ne sont pas travaillés. Et donc, en principe, ce préavis prend fin le mardi 18 novembre 2025 à 0h00. Et donc, on a eu 2 dimanches, 2 samedis qui ont été amputés. Et donc, ça ne nous permettait pas d'aller de lancer l'avis de grève, étant donné que le délai moratoire n'était pas encore expiré. Et c'est dans ce climat très tendu, et comme vous le savez déjà, que le gouvernement, à travers le Conseil national du dialogue social, nous a adressé un courrier, nous invitant à une rencontre le lundi à 14h au ministère du Travail et de la Fonction publique. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous nous préparons à cette éventualité du lundi, et tout en mettant en tête que le préavis de grève expire le mardi 18 novembre 2025 à 0h00. C'est très bien dit, mais quelque part, on a vu aussi cette note circulaire de l'USTG qui rappelle subtilement à l'ordre ces différents alliés, c'est ceux-là qui sont affiliés justement à la centrale en question, alors de privilégier la négociation. C'est vrai que les revendications, la plateforme revendicative, elle est légitime, mais à l'heure où nous sommes, il faut privilégier le dialogue. Comme l'a dit un écrivain français du XVIe siècle, Montaigne, la force, la violence peuvent quelque chose, mais pas toujours tout. Donc, est-ce que ce n'est pas mieux de mettre de côté le spectre de la grève et privilégier toujours le dialogue, la négociation, monsieur le secrétaire? Une très belle réflexion, d'autant plus que nous sommes inscrits dans cette dynamique. L'intersyndicale est composée de généraux très responsables. Nous sommes des diplomates au service des travailleurs du monde de l'éducation. Nous faisons une saine appréciation des réalités du moment. Nous tenons compte des rapports de force, mais aussi et surtout des intérêts de nos mandants. Nous sommes des mandataires. Nos mandants nous ont demandé de porter une revendication. Et je pense que jusqu'à date, nous avons fait prévaloir notre responsabilité sociale en période de crise. Nous avons en souvenir le drame de 2006. Il vous souviendra qu'en 2006, il y a eu 12 élèves qui ont trouvé la mort, uniquement pour signer un statut particulier. Et ça a été signé le 12 juin. Et donc, eu égard à tout cet état de fait, nous osons espérer que le gouvernement aussi devrait faire prévaloir sa responsabilité sociale en période de crise. Nous n'avons pas demandé de la mer à boire ou bien de la montagne à déplacer. Nous avons travaillé sur un projet de relecture du statut particulier des personnels de l'éducation. Et nous avons fait des propositions. Nous avons transmis ces propositions au ministre de l'enseignement pré-universitaire de la fédération, qui les a transmises aussi au niveau du ministre du Travail et de la Fonction publique. Et donc, il était question qu'on nous fasse une contre-proposition. C'est ça le syndicalisme. Peut-être on peut rapprocher les positions et nous trouver à une position médiane au juste milieu. Mais quand il n'y a pas de proposition, ça complique un peu la tâche. Et nous, au niveau du sommet, nous sommes sous la pression. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes dans les médias, vous voyez comment les enseignants aujourd'hui mettent la pression sur les exécutifs nationaux de l'intersyndicale de l'éducation. Or, chez nous, en matière syndicale, les bureaux exécutifs ne sont pas des centres de prise de décision, mais d'exécution des décisions prises par la base. Si nous parvenons à convoquer, comment on appelle ça, une assemblée générale, et que la base décide d'émettre un avis de grève,
ma foi, nous serons dans l'obligation de suivre l'orientation donnée par la base. Et donc, franchement, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous envisageons l'épreuve de force avec le gouvernement. Et c'est pourquoi nous avons épuisé toutes les voies de recours possibles. Et nous attendons le lundi la bonne foi du gouvernement. Parmi les propositions que nous avons faites, elles sont très simples. Elles sont très simples. Il s'agit de la révision du statut particulier de l'éducation. Et il y a l'article 100 qui est maintenant transposé en article 108, pose les conditions de son amélioration. Donc là, ça ne se pose pas. Il y a des primes de craie, des primes de préparation, les primes de documentation, les indemnités de logement et de transport qu'on a affectées à une catégorie d'enseignants qu'on appelle les enseignants chercheurs et chercheurs. C'est très bien, nous nous en félicitons. Mais nous disons que enseignant est égal à enseignant. L'enseignante du primaire, par exemple, qui a 15 matières à préparer la nuit, a droit à une prime de préparation très incitative. L'instituteur qui est dans une classe multigrade a besoin d'une prime de craie parce qu'il peut être lui seul dans une école primaire où il y a 6 classes qui lui gèrent en multigrade. Lui, il a droit à une prime de craie. L'enseignant qui est au collège et au lycée fait des recherches documentaires. Pour venir préparer ses cours, il a droit à une prime de documentation. L'enseignant qui a l'enseignement technique utilise aussi les moyens de transport pour aller au travail. Celui qui est professionnel aussi paye le loyer, n'est-ce pas? Donc, si on a donné des avantages à nos camarades du supérieur, nous nous en félicitons. Parce que nous disons que c'est une partie des enseignants qui a bénéficié de ça. Maintenant, et l'autre partie, quand vous avez 2 enfants et que vous achetez des habits de fête pour les jeunes, il faut aussi faire main pour l'autre. Voilà, sinon il y aura de la frustration. Donc c'est cette frustration que nous sommes en train de gérer à la base. Donc nous demandons que cela soit fait. Il y a aussi la situation des enseignants contractuels. Parce qu'ils étaient au nombre de plus de 18 000. On a fait une biométrie et où on a retenu 14 500. On a recruté 10 000. Nous disons bravo au gouvernement. Mais il reste encore 4 500 qui sont en situation de classe aujourd'hui. Donc il faudrait aussi penser à ces gens-là. Parce que le ministre lui-même a dit qu'il y a un manque à gagner dans les établissements scolaires de Guinée à hauteur de 18 000 enseignants. Donc quand vous enlevez 4 000, dans 18 000, 4 500, ça reste encore un manque à gagner. Donc je pense que ce qu'on a déjà sous la main, il faut utiliser, surtout qu'ils soient maintenant dans les zones rurales, en train de sérieusement travailler. Il y a des fonctionnaires enseignants qui sont privés de salaire depuis décembre 2023. Ils ne sont pas payés. Deuxième catégorie depuis juillet 2024. La troisième catégorie depuis juillet 2025. Ce sont des pères de famille. Le salaire, il est alimentaire, il est sacré. Donc, il faudrait que cela aussi soit rétabli dans leurs droits et avec le paiement intégral des rappels, non seulement des salaires initiaux, mais aussi des salaires de base. Vous avez aussi le décret 0269 qui a attribué des primes au haut cadre de la fonction publique guinéenne. Tous les autres départements bénéficient. Mais chez nous, du secrétaire général jusqu'au directeur d'école, personne ne bénéficie. On dit qu'ils sont liés par le statut particulier de l'éducation. Donc depuis janvier 2025, les autres hauts cadres des autres départements ministériels sont en train de bénéficier. Alors on sait qu'il n'y a de ressources que d'hommes, que lorsqu'un économiste le dit, Jean Boudin, n'est-ce pas? Il n'y a de ressources que d'hommes. Si la Guinée aujourd'hui s'inscrit dans le projet Simandou Academy et qu'on veut vraiment créer une Guinée émergente, il faut revaloriser le capital humain. Et le capital humain est revalorisé où? C'est à l'école. Et qui est le moteur de croissance de ce capital, de la revalorisation de ce capital humain? C'est l'enseignant. Et donc si l'enseignant est mis dans un bien-être psychosocial, ça lui permettra de donner le meilleur de lui-même. Il formera des ressources humaines qualifiées qui vont avoir l'expertise nécessaire pour transformer nos immenses potentialités naturelles en opportunités de développement pour le partage de la prospérité et pour la croissance économique de notre pays. Donc c'est ce que nous nous demandons. Et je pense qu'on n'a pas dit mordicus, il faut ça. Mais nous appelons le gouvernement à beaucoup plus de responsabilité sociale. Parce que nous savons que c'est une période électorale. Ça crée une hantise au niveau des consciences populaires. Et il ne faut pas que les gens pensent que nous avons il y a une récupération politique derrière. Non, il n'y a aucune récupération politique derrière. Nous sommes apolitiques et non confessionnels. Nous demandons uniquement des meilleures conditions de vie et de travail à nos patrons que constitue le gouvernement aujourd'hui. Tout le reste, quand c'est satisfait,
nous, on se mêle de rien. Très bien dit, Michel Pépé Balamou, notre invité du jour. Monsieur Tounkara, vous avez sûrement une petite question à l'endroit du secrétaire général du SNE. Naturellement, j'ai une question très pertinente à mon avis. Oui. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la réclamation, elle est perpétuelle, on va dire comme ça. Le syndicat n'est jamais satisfait. Et ça, c'est la nature de l'être humain d'ailleurs qui est insatiable. Oui. Ce que je voudrais savoir, parce qu'on a rappelé tantôt, avant même l'arrivée de monsieur le secrétaire général, que la grève n'est pas profitable pour les élèves, ni pour les enseignants, en tout cas pour l'école guinéenne, vous le savez. Donc moi, la première question que je vous adresse ce soir, est-ce que le SNE était représenté aux travaux de relecture, n'est-ce pas, de ces statuts? Je reviens d'abord à votre première préoccupation, la grève n'est pas profitable. Vous savez, la grève par définition, c'est la cessation du travail bien sûr. Par l'employé et adressé à l'employeur dans des formes légales. Nous avons déposé un mémorandum depuis le 1er septembre. C'est tout récemment nous venons de déposer un préavis. Le préavis ne veut pas dire l'avis de grève. Tout cela, la loi prévoit toutes ces dispositions. C'est pour permettre un rapprochement des positions. C'est 10 jours ouvrés. Et ça court jusqu'au mardi. Donc, si le gouvernement parvient à nous faire des propositions concrètes, nous allons nous retourner. Nous allons retourner vers la base pour leur dire voilà ce que nous avons obtenu du gouvernement par l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire. Il revient au gouvernement, à l'assemblée générale souveraine, de décider de la conduite à tenir. Nous sommes très conscients. Le syndicat national de l'éducation est un syndicat de développement et de participation. Vous comprenez? Donc nous sommes une force sociale de veille, d'alerte, d'interpellation, de proposition, de construction et de co-construction du système éducatif guinéen. Nous l'avons toujours fait. On a les discontinuités des cours, vous le savez, avant, quand il y avait la pandémie de Covid ici, c'est nous qui avons organisé des cours sur les médias ici, on l'a fait. Donc ça veut dire que nous avons cette responsabilité que les élèves en sont les victimes vraiment collatérales d'une négligence sûrement de la part des syndicats ou de l'État. Mais je pense que tout le monde est en train de juger. Le syndicat vraiment a été très patient. Nous avons été insultés et nous sommes en train d'être toujours insultés par la base pour dire que nous ne faisons pas mieux que l'enseignement supérieur. Parce qu'il a fallu que l'enseignement supérieur appuie sur l'accélérateur pour qu'il soit appelé autour de la table. L'enseignement supérieur était aussi en grève tout dernièrement. C'est pour dire que c'est pas facile. La satisfaction humaine n'est pas totale. Oui, nous connaissons l'inquiétude des gens. L'inquiétude, c'est quoi? C'est que l'enseignement préuniversitaire, c'est le gros morceau. Et de Kassa jusqu'à Yomou, ça a beaucoup d'implications. Les parents d'élèves, les élèves et la période délétère. Nous comprenons très bien. Donc c'est pourquoi nous voulons qu'il y ait une solution négociée. Mais nous n'avons pas la solution ultime. Encore une fois de plus, ce sont les enseignants qui sont nos mandants et qui peuvent décider de nous, qu'est-ce que nous, mandataires, nous pouvons faire. Et donc, il revient au gouvernement d'être vraiment sincère avec nous lors de l'ouverture des négociations prochaines. C'est très bien dit. L'émission, elle est interactive. À présent, vous pouvez appeler le 629 97 95 67 67. Le 629 95 67 2 fois. Appelez pour une touche contributive dans l'émission ou en tout cas poser des questions au secrétaire général du SNE, Syndicat national de l'éducation, en l'occurrence Michel Pépé Balamou. Alors, Monsieur Bangoura, vous avez sûrement une petite question à l'endroit de notre invité. Effectivement, 2 questions même pour mon voisin sur ce plateau, Monsieur Michel Pépé Balamou. Il disait dans son raisonnement ici tout de suite qu'il y a eu l'engagement de, disons, de 10 000 enseignants sur 18 500, je pense bien. Mais je tiens à lui dire également que je ne suis pas défenseur de l'État sur ce plateau. Je pense qu'avec cette analyse faite, l'État aurait fait, disons, une étude très approfondie pour l'engagement de ces 10 000. Est-ce que cette structure syndicale s'est posé la question sur le pourquoi le non-engagement des 4 500. Ma deuxième question, vous appuyez cette grève, est-ce que c'est parce que effectivement dans ces jours on a assisté à l'amélioration du salaire des militaires? Il ne faut pas créer les ennuis au général sur ce plateau. Oui, vous savez, et pour les enseignants contractuels, nous devons commencer par féliciter le gouvernement pour ce gros effort, moi je vais dire comme ça.
Parce qu'engager à la fois 10 000, le budget, ça consomme beaucoup. Mais c'est l'éducation. L'éducation n'a pas de prix. Le savoir n'a pas de prix. La base du développement d'une nation repose sur l'éducation. C'est-à-dire que investir dans l'éducation, ce n'est pas un gaspillage. Hein? C'est-à-dire que dépenser dans l'éducation, c'est un investissement. L'État fera toujours de l'investissement. Donc nous formerons ce sont des doléances qui sont en train de nous faire des plaidoiries. À l'endroit de ces gens-là, ce sont des pères et des mères de famille qui sont en train de végéter dans la précarité, dans les écoles rurales, enclavées, difficiles d'accès. Et donc, où les titulaires même refusent d'aller donner cours. Donc, il faut se mettre à la place de ces pères et mères de famille qui sont dans ces situations. Le syndicat n'engage pas, ne recrute pas, ne paye pas, ne licencie pas. Nous, on ne peut que plaider. Au fait, nous n'avons pas une obligation de résultat, mais nous avons une obligation de moyens. Donc, cette obligation de moyens nous permet tous les jours, à chaque fois qu'on a un petit espace d'expression, d'attirer l'attention des autorités sur la vie précaire dans laquelle sont en train de végéter nos camarades enseignants qui sont aussi des pères et mères de famille comme nous. Donc je pense qu'à ce niveau, l'État aurait dit qu'il ne faudrait pas mettre les gens en classe et que vous ne soyez pas capable de les payer. Le ministre l'a répété plusieurs fois, Jean-Paul Sidi. Donc nous pensons que le jour où les moyens vont être là, et avec un peu les plaidoiries que nous sommes en train de faire, sûrement leur situation va être réglée. Mais d'un autre côté, parce qu'on a augmenté les forces de défense ou de sécurité, non, ce n'est pas le même budget, ce n'est pas lié. Au fait, ce qui est là, c'est qu'il y a une question de revalorisation du système. Le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, vous avez tous les systèmes mondiaux sont frappés par deux crises. Il y a la pénurie d'enseignants, il y a la crise de la pauvreté des apprentissages. Il n'y a pas d'enseignants. Il n'y a pas d'enseignants du fait de la pénibilité du métier d'enseignant. En fait, il y a une désacralisation de ce métier, ça ne fait plus rêver. Quand on disait le métier noble, ce n'est plus ça. Et même il y a une perception négative de la société de l'enseignant. Quand on dit tu es fonctionnaire ou bien tu es enseignant. Donc ça fait qu'aujourd'hui, l'enseignant, ce qu'il obtient ne lui permet pas d'être dans un bien-être psychosocial, un facteur de motivation ou d'incitation pour donner le meilleur de lui-même. Donc il faut revaloriser. Il faut repenser même la profession enseignante. Il faut élaborer une politique holistique de la profession enseignante. Il faut un statut particulier attractif permettant de retenir les enseignants, mais aussi d'attirer d'autres vocations vers l'enseignement. Si nous continuons comme ça, c'est peut-être l'intelligence artificielle et les robots qui viendront enseigner un jour à la place des humains. Parce que là, personne ne veut maintenant. Même ceux qui sont là, ils sont là parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux ailleurs. C'est par nécessité, ils ne sont pas par vocation. Donc il faudrait que l'État et le gouvernement et le syndicat, que nous conjuguions le même verbe au-delà de l'aspect statutaire, d'aspect indemnitaire, parce que le statut, c'est deux aspects. Il y a l'aspect statutaire, c'est-à-dire les plans de carrière, comment l'enseignant doit évoluer dans sa carrière. Parce que vous vous souviendrez qu'il y a des gens qui, comment on appelle ça, ils sont enseignants depuis 30 ans, mais ils sont toujours en situation de classe. Et vous trouvez quelqu'un qui vient, en un an seulement, il est proviseur devant les autres. Ça décourage. Vous avez fait 25 ans, alors qu'il y a un plan de carrière. À 3 ans, tu peux être quoi? À 5 ans, tu peux. L'ancienneté. Et à 6 ans, à 10 ans, à 15 ans, tu peux être où? Vous comprenez? Mais s'il n'y a pas ça, donc c'est un véritable problème que nous avons aujourd'hui. Il faut repenser le système. Et la seule façon de repenser le système éducatif guinéen, c'est investir dans l'enseignant. C'est revaloriser le métier d'enseignant. C'est faire en sorte que l'enseignant soit mis dans un bien-être psychosocial lui permettant de donner le meilleur de lui-même. Très bien dit. Vous pouvez nous appeler sur le numéro du standard, le 629 95 67, deux fois le 629 95 67 67 pour participer à l'émission, bien entendu. Alors, moi j'ai une toute petite question pour notre invité. Nous avons reçu le secrétaire général du ministère de l'enseignement préuniversitaire ici. Aujourd'hui, il faut quand même le reconnaître que des efforts ont été fournis pour le corps enseignant. Il ne faut pas toujours continuer à jeter l'anathème, l'enseignant il n'est pas bien traité. Des efforts quand même, vous le reconnaissez, ont été fournis. Quand on prend les fonctionnaires, en tout cas certaines catégories, l'enseignant, il pourrait être mieux payé. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Avec toutes les primes d'incitation, primes de crédit, tout, quand on fait la sommation, son salaire n'est pas un tout petit peu élevé.
Et ne pas reconnaître les efforts fournis par le gouvernement, c'est vraiment être de mauvaise foi. Mais le camarade le disait tout à l'heure là, les prétentions, ce sont on appelle ça les besoins récurrents. C'est clair. C'est des besoins récurrents et il y a ce qu'on appelle ici le coût élevé de la vie. Le coût élevé de la vie. Au fait, quand vous prenez un enseignant aujourd'hui, c'est dans la fourchette PMPE, c'est entre 4 millions, 4 millions 500. Vous comprenez? Et ça, c'est quelqu'un qui a fait au moins 15 à 20 ans de service. Hein? Maintenant, vous prenez 4 millions, vous prenez 2 chambres salon à Conakry, et c'est 3 millions. Et prenez, comment on appelle ça, l'eau, l'électricité, la popote par jour, vous n'avez pas donné moins, c'est 50 000 francs à votre femme, ça fait 1 500 000. Les frais de scolarité des enfants. Au fait, vous savez, on dit souvent que les enseignants sont atteints par le sida. Vous savez, le sida, c'est quoi? C'est le salaire insignifiant difficilement acquis. Et ce salaire insignifiant difficilement acquis. Donc, un salaire insignifiant difficilement acquis. C'est-à-dire que les banques aussi, vous voyez, les prêts fonctionnels, les prêts scolaires, les crédits flash, les crédits tabaski, quand tout ça là, on enlève dans le salaire de l'enseignant. Il y a des enseignants qui se retrouvent avec 600 000 francs à la fin du mois. Au fait, le problème n'est pas au niveau des moyens. Et de la volonté du gouvernement. C'est vrai, ça a été fait, mais nous ne voudrons qu'au-delà même du salaire, que le gouvernement, s'il y avait les logements sociaux par exemple, s'il y avait la pension alimentaire, s'il y avait la couverture médicale universelle pour tous les enfants et toutes les femmes, des enseignants et autres là, s'il y avait les moyens de transport public où l'abonnement ne dépassait pas 10 000 par mois, 20 000 pour les enseignants. Au fait, il y a des services de base que l'État devrait développer, ce qu'on appelle la protection sociale. C'est que chez nous, c'est la protection sociale qui est très faible. Voilà. S'il y a une très bonne protection sociale, l'assurance maladie, assurance transport, assurance logement, assurance cela, et que vous enlevez le coût de cette des loyers et autres là sur l'enseignant, il peut vivre de son salaire, même s'il est payé à 2 millions. Mais tant que le loyer n'est pas contrôlé par l'État, il n'y a pas de logements sociaux, il n'y a pas de transport public à moindre coût, il n'y a pas vraiment de pension alimentaire et autres, de ravitaillement et autres. Même s'il y a une augmentation, ça va toujours créer le déficit. C'est ça, le besoin va toujours être là. Donc c'est pourquoi le gouvernement doit être en avance, anticiper les choses pour créer des mesures de protection sociale. Mais en attendant, il faut résoudre l'aspect conjoncturel. C'est quoi? C'est le statut particulier de l'éducation. La répétition, elle est pédagogique. Vous avez dit aux gens, travaillez sur un projet de relecture du statut particulier des personnels de l'éducation. Ils ont travaillé là-dessus. On vous a soumis le document. La moindre chose, c'est de les mettre autour de la table et discuter du contenu. Voilà. Et vous trouvez une position médiane. Peut-être à court, à moyen et à long terme. On n'a pas dit tout ça là, il faut nous donner d'un seul trait. Même l'enseignement supérieur, c'est novembre, décembre, janvier. Il y a un rééchelonnement. Donc, nous, on n'a pas dit mordicus, il faut ça. Mais aussi, il y aura des périodes de rééchelonnement pour amortir tout ce qui va être arrêté. Donc, nous pensons que jusqu'à présent, on peut sauver la face et la base compte sur l'intersyndical de l'éducation pour pouvoir valablement doter le système éducatif guinéen d'un statut particulier très attractif et qui pourra nous permettre de qualifier les enseignements et les apprentissages dans nos établissements scolaires. C'est très bien dit. Alors moi je vais rebondir. Pourquoi toujours le déficit persiste au niveau de l'enseignement préuniversitaire? Il y a manque d'enseignants. Est-ce que cet état de fait n'est pas dû au fait que les gens utilisent ce secteur comme étant une passerelle? Une fois par exemple recrutés, alors ils migrent vers d'autres départements. Est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de créer aussi le vide? Chaque fois le problème revient, ça devient une retournelle. Oui. Monsieur Barry, raison pour laquelle il faut rendre le secteur attractif. Très bien, je suis d'accord. Je vous donne un exemple. En Côte d'Ivoire, quand les enseignants, on a augmenté le salaire des enseignants, les douaniers sont venus dire au président Oufoué, dit, monsieur le président, vous avez augmenté le salaire des enseignants, ils ont des logements, ils ont des voitures, ils ont des... Quand le président est sorti, il a dit, bon, venez voir les voitures qui sont garées ici, là. C'est pour qui? C'est pour les douaniers. Parce que vous avez ça, les enseignants n'ont pas ça. Et il dit, celui qui veut avoir le même salaire que les enseignants, qu'il vienne enseigner. Ça, c'est vrai. Donc, je pense que le problème, c'est quoi? C'est bien vrai que l'éducation est devenue une porte d'entrée à la fonction publique. Les gens y entrent, ils passent pour aller ailleurs. C'est vrai. Mais comment il faut arrêter ça? Pour arrêter ça, il faut bien traiter les enseignants et créer les conditions de recrutement. Quand vous dites
pour être enseignant au primaire, il faut avoir Bac+3. Pour être enseignant au collège, Bac+4. Dans les autres pays, il y a des docteurs qui enseignent au Burkina Faso au primaire. Il y en a. C'est-à-dire, plus tu, comme les primes de grade qui sont octroyées à l'enseignement supérieur, si M. Barry est professeur de lycée, s'il est docteur, il est maître assistant, il bénéficie de la même prime que celui qui a l'enseignement supérieur. C'est ça le problème, les gens n'ont pas compris. Donc, il faut créer des bases pour dire des conditions. Mais pour créer des conditions, il faut dire, voilà, il faut ça. Maintenant, si les enseignants, le secteur devient très attractif, maintenant, on peut faire une sélection. Ceux qui ne sont vraiment pas à la hauteur, on peut les envoyer dans d'autres départements et recruter ceux qui peuvent valablement enseigner dans le secteur de l'éducation. Et ceux qui ne peuvent pas enseigner vraiment, on peut les déverser dans les autres ministères. Là, c'est aussi une possibilité. Mais vous ne pouvez pas dire, on recrute. Qui recrute? Ce n'est pas le syndicat qui recrute, c'est le gouvernement qui recrute. Voilà. Donc, mais où sont passés ces gens-là? On vient de recruter 10 000. Après, on dit encore qu'il y a 18 000 manquants. Mais c'est paradoxal. Donc, le problème, il est structurel. C'est structurel. Donc, il faut d'abord rendre le secteur attractif. Le jour où les gens vont courir pour quitter ailleurs, venir vers l'enseignement, là, vous allez voir que ça va être très bien. Mais tant que les gens vont quitter l'enseignement pour aller ailleurs, on va recruter 1000, 10 000, 50 000, ça serait toujours la même chose. C'est ça, c'est bien. Oui, monsieur Toukara. Voilà, monsieur le secrétaire général soulignait tantôt la pénibilité aujourd'hui du métier d'enseignant, la précarité qui mine le secteur, qui font qu'actuellement le métier d'enseignant n'est pas mis en valeur. Ça, il faut le reconnaître. Et moi, je pense que le document qui va consister à reconnaître de façon juridique, n'est-ce pas, le métier d'enseignant, c'est le statut. Donc, selon vous, aujourd'hui, quel doit être le contenu réel, n'est-ce pas, de ce statut? Et selon vous, si on vous donnait aujourd'hui la tâche d'élaborer ce statut, vous seul, qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Le statut, c'est... Au fait, je vous ai dit, ça a deux parties. Il y a la partie réglementaire, c'est-à-dire l'organisation des 3 départements du secteur de l'éducation et de la formation. Il n'y a pas de statut. Quand les gens disent que l'enseignement supérieur a un statut, non. Ce sont des primes de grades qui ont été instaurées par le ministre Hirobaldi en 2015, mais qui n'intéressaient pas ceux qui ont la maîtrise et le master et la licence, qui étaient plus nombreux. Ils ont débrayé une grève sauvage et le décret a été rapporté s'inédit. Comprenez? Et Dr Diaka est venu remettre sur la table. Donc, ce n'est pas un statut. Comprenez? Donc, les primes que l'enseignement supérieur a, là, nous avons intégré ça dans le statut des personnels de l'éducation. Donc, il n'y a qu'un seul statut de l'enseignement préuniversitaire de la fédération, l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'emploi et de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation. Donc, c'est un seul statut. La partie réglementaire constitue la formation, comment se présente l'organigramme des directions générales, des ministères, les attributions, les prérogatives, les fonctions. C'est ça un peu l'aspect réglementaire. Le plan de carrière, le suivi des enseignants, comment ils progressent, et ainsi de suite. Et aussi comment avancer en grade, en échelon, en indice, tout est dedans. Maintenant, de l'autre côté, il y a le régime indemnitaire. Le régime indemnitaire s'intéresse aux primes et aux indemnités. C'est-à-dire les primes qui sont en lien avec la profession enseignante. On a instauré la prime de craie, la prime de préparation, la prime de documentation, la prime pour des heures supplémentaires, la prime d'habillement pour les enseignants. On a mis beaucoup de primes dedans. Qui pourrait permettre aux enseignants d'être vraiment à l'aise dans l'exercice de leur métier. Et comme le métier est très pénible, il faut faire en sorte... Vous savez, l'enseignant agit sur 2 choses. C'est le somatique et le psychologique. Le corps et l'esprit. Donc, celui qui vient déjà en classe, s'il n'est pas... il n'est pas un bon moral, donc il ne va jamais donner le meilleur de lui-même. Donc, il faut le faire pour que cela soit... Donc, moi, je pense que le contenu que nous avons proposé au gouvernement est très attractif. Il revient maintenant au gouvernement de nous faire des contre-propositions et nous dit... C'est quoi le contenu? On peut connaître le contenu, là? Oui, ce sont les contenus, c'est ce que je suis en train de dire. D'accord, allez-y, d'accord. Voilà, ce sont les primes en lien avec la profession enseignante, ce sont les indemnités et ce sont les plans de carrière, les avancements en grade, en tel. Donc, tout ça, on a tout mis dedans. Et même les logements et autres, tout ce qui peut être, tout ce qui est lié comment on appelle, à transformer ce métier d'enseignant en un métier attractif. Tout cela se trouve dans ce projet de relecture du statut particulier de l'éducation. Parfait. Vous l'avez aussi rappelé tantôt qu'il y a aujourd'hui pas mal de nos compatriotes qui transitent ou qui intègrent la fonction publique par l'intermédiaire de l'éducation. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à l'image des magistrats, un conseil supérieur de l'éducation
et instaurer un principe d'inamovibilité. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Moi, je m'appelle, je suis comme ça. D'accord. Monsieur Harouna, s'il vous plaît, diminuez un tout petit peu votre poste transistor. Je voulais dire à M. Kouté, vraiment, ils n'ont pas fait très attention avec le gouvernement. Ils sont en train de jouer sur le temps, au fur et à mesure. Le 17, ils veulent les législation que les élections arrivent. Donc, si les élections arrivent, c'est fini pour les gens. Donc, ils n'ont pas fait très attention. Sinon, ils seront critiqués farouchement par les anciens. Ils n'ont pas fait très attention. Sinon, il est très éloquent. Ils n'ont pas fait très attention par rapport à ça. Ok. D'accord. Dire qu'un philosophe est éloquent, c'est une redondance. Hein. Alors là, c'est ton enseignant qui vient d'appeler. Il y a une sorte de pression, vous-même l'avez dit. C'est ton enseignant qui appelle et qui met la pression de ne pas accepter de se faire rouler dans la farine par le gouvernement. Voilà, pour revenir à ma question, je disais à l'image des magistrats aujourd'hui. Allô, un nouvel auditeur, allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Vous appelez comment et vous nous appelez d'où? C'est monsieur Bangoura de Fourekaria. Monsieur Bangoura, nous vous écoutons, mais s'il vous plaît, diminuez un tout petit peu le volume de votre poste transistor. Merci bien. Alors, nous vous écoutons. Je suis à Fourekaria, mais je sais la capitale. D'accord. Mission qui passe comme ça, là, ça m'a mis beaucoup à l'aise. Dieu merci. Vous allez nous mettre à l'aise si qu'on veut. D'accord. C'est pour cela qu'on va bien travailler dans les classes. Voilà, c'est ce que je voudrais vous dire. Merci. Il faut aussi prendre la décision de cas. Prendre les décisions de nos syndicats quand même. Parce que c'est eux qui nous suivent. D'accord. On est là pour vous. Jour et nuit. On est Guinéens, on va travailler pour vous, nous, la Guinée. Merci. Allez, merci beaucoup, monsieur. Passez une excellente soirée du côté de Fourekaria. Et la radio, c'est l'heure. Il ne nous reste plus que quelques minutes à grignoter. Vous aviez une question à l'antenne? Allô, un nouvel auditeur, hein? Allô? Il se bouscule à l'antenne. Allô? 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 Est-ce qu'il a le retour? Allô, il est parti. Allô? Il est toujours là. Allô? Il ne nous reçoit pas. Voilà. Rapidement, parce rapidement, je disais à l'image des magistrats, parce qu'on a constaté de façon lamentable que beaucoup transitent par l'éducation pour intégrer la fonction publique et après, quand on les oriente à l'intérieur du pays, ils n'y restent pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas instituer aujourd'hui un conseil supérieur de l'éducation et consacrer le terme de principe d'inamovibilité de l'enseignant pour ne pas qu'il se déplace de façon irrégulière? Oui. En une minute. Et je vois que vous maîtrisez les questions d'éducation. Et moi, de général, on va, c'est leur temps. Allô, bonsoir. C'est Kamara Bakar Gesto. Ah, monsieur Gesto, nous vous écoutons. Bienvenue, grand frère. Merci beaucoup, c'est un plaisir. D'abord, merci pour l'invitation que vous faites à notre secrétaire général, Michel Péfé Balamou. C'est un devoir. Faire le résumé, le développement, la conclusion de l'ensemble des préoccupations des enseignants. Et je crois que cela doit tomber dans les bonnes oreilles, surtout des grands décideurs. Les enseignants, il l'a dit, nous sommes d'abord des parents, nous sommes également des encadrants, et du coup, il va falloir que nous travaillions dans le problème de la République et aussi de la nation. Tout à fait. Et nous ne sommes pas des éliminations, mais plutôt nous voulons faire. Et si nous demandons un salaire consistant, un salaire décidé par eux, nous nous engageons à mieux faire, à construire les âmes du futur. Et les âmes du futur, ce sont elles-là qui vont se préparer réellement pour le ciment de 2040. S'il n'y a pas d'expertise ni de formation en amont et en aval, je crois que les étrangers vont nous gouverner. Et pour ne pas le faire, il va falloir que l'État investisse dans l'enseignant. Je vous remercie. Merci beaucoup. Habituellement, est très long. Aujourd'hui, il a été très bref. Merci beaucoup. Mon général, en une minute, quel est le message que vous avez à lancer? En une petite minute, on n'a plus le temps. J'inviterai les enseignants à faire confiance à l'intersyndicat de l'éducation. Tout ce qu'on fera pour eux, sans eux, sera contre eux. Et qu'ils comprennent que nous sommes dans la dynamique
d'amener le gouvernement à accéder à nos points de revendication et que de nous faire confiance le lundi, nous serons autour de la table de négociation. Et comme le préavis court jusqu'à mardi 18 novembre 2025 à 0h00, si pendant ces 2 jours de négociation, nous ne trouvons pas de satisfaction à nos points de revendication et nous trouvons que le gouvernement n'est pas de bonne foi, nous allons convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les jours qui vont suivre. Et maintenant, on va faire le compte-rendu de ce qu'on aurait obtenu. Et quitte à eux maintenant d'accepter ou pas ce qui va être. Maintenant, l'assemblée générale serait souveraine d'aller continuer de négocier ou bien d'émettre un avis de grâce. Encore une fois de plus, nous sommes responsables de rien. La décision reviendra à la base qui sera souveraine à l'idée de décider de la conduite à suivre. Merci beaucoup. C'était le secrétaire général du SNE, Syndicat national de l'éducation. Nous allons continuer à suivre l'actualité avec une attention soutenue. Ça a été un réel plaisir de vous servir aujourd'hui encore au bureau du prof. On se retrouve la semaine prochaine avec la même énergie et avec un nouvel invité. Au revoir, prenez soin de vous. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Et bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre.